Bonjour à tous, nous accueillons ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le studio de la Provence. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez ce matin répondre aux questions de lecteurs de la Provence. Nous allons vous les présenter dans quelques instants. Il y en a 3 qui sont ici. Il y aura des questions à distance également. Ils vous questionneront sur l'enfer des stupes dans les cités de Marseille. Nous parlerons également du mal-être des policiers, des liens entre la police et la justice, mais aussi des violences faites aux femmes. Avec nous pour mener ces échanges, Romain Capdepont, qui est chef de rubrique Police-Justice à la Provence. Pour commencer, Romain, présentez-nous les lecteurs. Il y en a 3 qui sont ici. Monsieur le ministre, bonjour. On a invité 3 lecteurs. On en aura une aussi par vidéo, parce que malheureusement, elle ne pouvait pas être là physiquement. Donc, en premier, pour parler des stupes et de cet enfer que vivent les gens dans les cités, et de la difficulté aussi d'y conserver un peu de service public, on va accueillir Karim Touche, qui est l'un des responsables de la Ligue de l'enseignement. Il a 44 ans et cette Ligue de l'enseignement gère plusieurs centres sociaux dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite, donc, on aura Leïla, qui est la femme d'un policier marseillais, qui interviendra donc par vidéo. On a également Fanny Bonfils, qui est étudiante à la Fac d'Aix en magistère droit, journalisme et communication, qui, elle, aimerait vous poser des questions sur la fracture qu'il y a actuellement entre la police et la justice. Et enfin, on aura Eric Florentino, qui est un des cadres de l'association SOS Femmes 13, pour parler des violences faites aux femmes. Alors, donc, Karim Touche posera la première question dans quelques instants. Auparavant, une toute première question d'actualité, Monsieur le ministre, elle concerne la loi sur la sécurité globale, donc l'ex-article 24, article 52 maintenant, qui prévoyait des sanctions lourdes en cas de diffusion d'images des forces de l'ordre. Cet article 52 donc, n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous, c'est un échec ou est-ce que vous allez proposer autre chose pour protéger les forces de l'ordre? C'était l'objectif de cette loi que vous avez soutenue. 90% du texte de la sécurité globale a été validé par le Conseil constitutionnel avec des avancées considérables. Il y a eu en effet 7 articles qui ont été censurés, dont l'article dit 24, qui avait fait parler beaucoup de lui, qui visait à protéger en effet les policiers et les gendarmes en intervention. Mais tout cet article n'a pas été censuré. Il y a un bout qui a été censuré, c'est le délit à la provocation à l'identification des policiers, qui avait été rajouté par le Sénat. J'en prends acte, le Conseil constitutionnel a la chose jugée. On va voir comment on peut améliorer, notamment dans le cadre de la loi séparatisme, la protection des fonctionnaires. Mais il y a la première partie de l'article 24 qui est très important, qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Il vient pénaliser ceux qui, sur des sites internet dédiés, font une sorte de fichage des policiers. Il y a des sites qui s'appellent Copwatch, par exemple. Si je prends l'exemple des policiers de Calais, en ce moment, il y a un site qui prévoit, qui donne les noms, les prénoms, la tête, les photos de ces policiers. Et cela a été validé par le Conseil constitutionnel que nous pouvions pénaliser, poursuivre plus qu'avant malheureusement fichage malfaisant. Donc nous sommes en grande partie satisfaits des décisions du Conseil constitutionnel. Allez, on attaque tout de suite, on a 45 minutes, on attaque par le premier thème. Comment sortir les cités de l'enfer des stupes, Romain? Oui, Monsieur le ministre, on va parler des stupes. C'est vraiment votre priorité numéro 1. On en a largement parlé dans nos colonnes fin février, quand vous êtes venu 5 jours, avec vraiment un axe vraiment sur les stupes. C'est aussi un sujet sociétal qui occupe et questionne bon nombre de Français, bon nombre de politiques, même de tous bords, hein, dont certains de votre ancien camp des Républicains, qui font le constat que l'approche sécuritaire n'est pas totalement satisfaisante. On voit bien aucun réseau ne disparaît réellement, définitivement, malgré les efforts policiers, des gendarmes et autres. Et du coup, ces politiques ouvrent la porte à d'autres alternatives. Et justement, Karim Touche, donc, comme je le disais, qui est un des cadres de la Ligue de l'enseignement et qui gère pas mal de centres sociaux dans les Bouches-du-Rhône, a une question à ce propos à vous poser. Bonjour Monsieur le Ministre. Permettez-moi déjà de vous dire que je suis honoré d'échanger avec vous ce matin. Moi, je travaille dans les quartiers dits politiques de la ville depuis plus de 20 ans. La violence, les réseaux, l'insécurité de manière globale, je l'ai vu s'accélérer sur ces 20 dernières années. Les politiques publiques en matière de sécurité, pareil, sur ces 20 dernières années, ce que j'ai pu observer, c'est que par exemple l'approche dite globale a échoué. Avant ça, on nous parlait, je ne sais pas si c'est une stratégie de nettoyer les quartiers au Karcher, ça a échoué aussi. Les habitants de ces quartiers ne comprennent pas pourquoi l'État n'est pas au rendez-vous sur ces questions-là. Elles sont victimes de ces violences-là, de ces réseaux-là. Est-ce qu'on a tout essayé? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires. Mais est-ce que l'État pourrait envisager d'emprunter un autre chemin, par exemple la dépénalisation? En tous les cas, moi, je dois vous dire que les réponses dans ces quartiers-là ne peuvent pas être que sécuritaires. Il faut mettre le paquet en matière de politique publique sur l'éducation, sur l'emploi, l'insertion, l'accès à la culture de tous ces habitants-là. Voilà ma question.
Bon, merci monsieur d'abord de vos propos. La question est très large, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Moi d'abord je voudrais vous dire que je connais bien les quartiers dits politiques de la ville, les quartiers populaires. J'en suis issu, j'ai été maire d'une commune populaire et je sais l'importance des MJC, des centres sociaux dans la vie d'une commune. Et je vous remercie pour le travail social d'insertion, d'accompagnement que vous faites auprès des familles. Les policiers et les gendarmes, il faut bien voir ça, ce sont des urgentistes. Ils arrivent quand les choses vont mal. Ils interviennent quand les parents, l'intégration, l'éducation, l'emploi, l'urbanisme n'a pas fonctionné. Ils arrivent quand la femme se fait taper par son mari, que l'enfant est violenté dans le couple, qu'il y a des trafics de stupéfiants, qu'il y a des problèmes. Donc forcément, l'approche de la sécurité, elle est tout à fait nécessaire, indispensable, mais elle ne se suffit pas. Et comme dit le beau proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Il est évident que les policiers et les gendarmes ne sont pas les seuls responsables et ne peuvent pas à eux seuls mettre fin à des difficultés sociales, physiques, culturelles très très importantes. Donc moi je suis en charge du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence de la sécurité, mais il est sûr que le dédoublement des classes organisé par Jean-Michel Blanquer dans les quartiers que vous évoquez, c'est le travail en moins pour le ministère de l'Intérieur dans 20 ans. Quand vous êtes passé de 30 gamins qui apprenaient à lire et à écrire à 12 pour pouvoir bien s'occuper d'eux, ça produit des effets dans 10 ou dans 15 ans. Il est sûr que la baisse du chômage qui était obtenue par le président de la République, par une nouvelle politique économique avant la crise du Covid, c'était une amélioration de la vie sociale dans 5 ou dans 10 ans. Il est sûr que l'urbanisme, c'est très important, j'ai été maire, l'urbanisme concentré des difficultés sociales dans un même endroit, ça pose des problèmes évidemment extrêmement forts. Une immigration mal contrôlée, ça pose le problème de l'intégration de toute une population qui arrive sur le territoire national. Donc il est certain que votre idée d'approche globale est la bonne et que nous devons nous organiser pour que ça aille mieux en général et pas simplement d'un point de vue sécuritaire. Je n'ai jamais pensé que la sécurité est la seule réponse à toutes les difficultés. Alors ensuite, vous posez une deuxième question qui est celle de la dépénalisation, de la légalisation de la drogue, qui est le cannabis. Moi, j'y suis profondément opposé. D'abord, pour revenir sur votre interpellation, il y a toujours eu des cambriolages, il y a toujours eu des prostitutions, il y a toujours eu des homicides, il y a toujours eu de la violence avec des personnes, il y a toujours eu de la drogue. Malheureusement, je pense qu'il y en aura toujours. C'est une évidence. La question, c'est la place de la drogue dans le fonctionnement en général d'une société. On voit bien que dans notre pays en général, mais c'est le cas de toute l'Europe, de tout l'Occident, il y a une surreprésentation de la consommation et du trafic de stupéfiants. Pour plein de raisons, l'effondrement des prix, la mobilité. Il y a 900% de containers de plus sur les mers du monde depuis 10 ans. Ça s'appelle la mondialisation, les échanges entre les populations, et puis aussi les difficultés sociales, et peut-être une société qui a accepté un certain nombre d'habitudes qu'il fallait combattre. Nous pensons que cette drogue, elle tue. Alors elle tue physiquement, hein, c'est 500 morts sur les routes, c'est malheureusement la consommation de stupéfiants. Aujourd'hui, les gendarmes, ils font souvent plus de retrait de permis pour consommation de stupéfiants que pour consommation d'alcool. Et souvent, c'est les deux, malheureusement. C'est la mère de toutes les batailles, la lutte contre la drogue, parce que je cambriole pour payer ma dose, je fais des agressions pour payer ma dose, et j'occupe un territoire. Le cannabis, c'est ça, c'est l'occupation d'un territoire où j'impose ma loi, parce qu'un trafic rapporte parfois dans des points de deal à Marseille 70 000, 80 000, 90 000 euros d'argent liquide. Est-ce que vous pensez un seul instant, indépendamment du fait que cette drogue tue, déscolarise les enfants, fait rentrer dans la dépression, crée un certain nombre de difficultés évidemment extrêmement fortes pour la vie physique et la vie psychique, que les dealers, aujourd'hui, si on dit on va légaliser, ils vont dire bon bah c'est bien, c'est légalisé, je vais aller aux URSSAF, je vais aller aux impôts, je vais prendre ma petite boutique, je vais faire mes déclarations, je vais payer mes cotisations et je vais accepter d'avoir un SMIC, quoi, grosso modo. Bien sûr que non. Les dealers peut-être pas, mais peut-être que les consommateurs se dirigeraient vers ces établissements publics de l'État, entre guillemets, et que ça permettrait de faire baisser un peu la pression sur ces cités qui vivent un enfer. Parce que quelle est la solution? Alors si la répression totale n'est pas la solution. Alors d'abord, pour l'instant, nous avons d'excellents résultats dans le travail que nous mettons dans la lutte contre les stupéfiants. On est à 70%, rien que ce premier trimestre, de trafic en moins, d'accès de la police à l'arrêt de ces trafics par rapport à l'année dernière. Nous faisons énormément d'interventions de police, il y a 460 interventions de police depuis le début de l'année. Et il y a de très nombreux, je crois que ça se voit dans les chiffres, de très nombreuses saisies, alors même qu'on est en confinement, l'année dernière, à la même période, on n'y était pas. 70% par exemple de saisies supplémentaires. Donc on voit bien que ça fonctionne. Il y a des réseaux internationaux aujourd'hui, vous savez, les grands dealers, c'est des gens qui, de leur ordinateur, de Dubaï ou du Maroc, organisent l'arrivée des containers dans les mers. Donc il y a à la fois la lutte dans les quartiers de Marseille et puis lutter contre ces trafics internationaux. Moi, je ne suis pas de ceux qui baissent les bras. Je veux dire aux gens que c'est difficile, bien sûr, mais que nous devons y mettre les moyens et nous y mettons les moyens. Mais si je prends l'exemple
que vous évoquez de la légalisation. Pourquoi ça ne marcherait pas, y compris pour le consommateur? D'abord parce que le cannabis aujourd'hui n'a pas la même teneur que celui des parents et des grands-parents. Et que celui qui serait vendu dans les échoppes aurait évidemment pas la même intensité que ceux qui sont vendus sauvages en bas des immeubles. C'est un point très important et il ne faudrait pas voir qu'on légaliserait, c'est-à-dire qu'on perdrait un combat moral et pour autant le produit ne serait pas à la hauteur de ce qu'attendent les personnes. Deuxième sujet, aujourd'hui les points de vente de cannabis sont aussi des points de vente d'autres drogues, de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy. Il est évident que quand bien même on retirait le cannabis, imaginons que ça marche, du trafic, ces points de deal continueraient à exister. Il y aurait toujours des occupations de l'immeuble, il y aurait toujours des règlements de compte, il y aurait toujours beaucoup d'argent à se faire. Troisième sujet, je fais partie d'un gouvernement qui a augmenté de façon considérable le prix du tabac, 10 € le paquet à la fin du quinquennat. Pourquoi? Parce que le cancer naît de fumée. Nous serions des drôles de gouvernement si nous changerions d'un seul coup notre politique publique de santé, puisque pour fumer du cannabis, il faut aussi fumer du tabac, et on aurait du coup accepté la promotion de quelque chose qui fait naître plein de maladies, évidemment. Et puis quatrième sujet, est-ce que c'est ou pas un bon produit, le cannabis? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les gamins de 14, 15, 16, 17 ans qui en fument, est-ce qu'ils continuent à avoir des meilleurs résultats à l'école que ceux qui n'en fument pas? Est-ce qu'on considère qu'à la fin des fins, vous êtes en meilleure santé ou non? Est-ce qu'il y a des morts qui naissent de la drogue? Bien évidemment. Et moi, je ne veux pas dire à la dame qui élève seule ses 2 gamins dans un quartier nord de Marseille, qui se bat tous les jours pour pas que son gamin tombe là-dedans, qu'il y ait des politiques qui discutent pour savoir s'il faut pas légaliser ou non. Quelle autorité a cette mère de famille dans ces cas-là? Mais quelle est la solution alors? Parce que si elle n'est pas sécuritaire complètement, si elle n'est pas non plus dans la légalisation, est-ce qu'il ne faudrait pas alors se mettre à 300% sur l'aspect sanitaire, c'est-à-dire comprendre pourquoi et traiter pourquoi 1 million de Français chaque jour fument du cannabis et de l'autre côté du spectre, vraiment serrer la vis, notamment au Maroc, pour limiter au maximum les importations, c'est-à-dire taper des deux, parce que là on ne traite que les symptômes, on ne traite pas les causes. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que le ministre de la Santé, même s'il y a eu quelques occupations en ce moment, vous le comprendrez bien, travaille avec nous évidemment sur ce travail de prévention. Il y a une grande politique de communication qui n'a pas été faite depuis plus de 20 ans sur les méfaits de la drogue. Ça, c'est un point très important. Le ministre de l'Éducation nationale, je travaille avec lui tous les jours pour très bientôt proposer, dans les établissements les plus touchés, Marseille sera considéré évidemment de prévenir, comme on prévient l'alcool, comme on prévient la sécurité routière, la consommation de stupéfiants. Vous avez tout à fait raison. Par ailleurs, là où vous avez raison, c'est que c'est un réseau international. Donc on a un sujet avec le Maroc, vous l'avez dit, même si la coopération est de mieux en mieux. Vous savez tous la difficulté de la production, notamment du cannabis dans la vallée du Rif. Mais c'est aussi le cas avec les Pays-Bas, qui pose de graves questions de faire venir sur le territoire européen des stupéfiants. C'est le cas aux Antilles avec l'Amérique du Sud. On a évidemment un travail international à faire qui est très important, et notamment la sécurisation de nos ports. Quand j'étais ministre des Douanes, je suis très heureux de le voir arriver désormais. On a installé un scanner dans le port de Marseille où désormais on fait passer les voitures, les containers pour regarder effectivement s'il n'y a pas de l'importation de stupéfiants. Donc c'est tout à fait global, vous avez tout à fait raison, et on n'en est encore sans doute qu'à la moitié de ce qu'on devrait faire pour lutter contre les drogues. Restez avec nous, dans quelques instants on parlera du mal-être des policiers, mais auparavant une deuxième question de Karim Touche. Merci. Monsieur le ministre, la Ligue de l'enseignement gère 9 centres sociaux Maison pour tous sur Marseille. Ce sont des structures de l'animation de la vie sociale. Il en existe plusieurs sur la ville de Marseille et des centaines dans le département. C'est dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, encore les dernières structures et avec les écoles présentes sur ces territoires-là. Les salariés de ces structures-là font un travail remarquable, mais elles sont confrontées à la violence. Elles sont à proximité des réseaux. Des directeurs dans le 15-16e arrondissement de Marseille ont fait remonter au comité départemental de la Convention 4, dans laquelle Madame la préfète à l'égalité des chances co-préside cette instance-là, cette nécessité d'apporter des réponses à ces salariés qui œuvrent tous les jours dans ces quartiers-là. Un groupe de travail a été acté, c'était il y a quelques mois. Bon, avec la crise sanitaire, il ne s'est pas mis en place. Je vous demande, monsieur, d'intervenir auprès de vos services pour que ce groupe-là de travail puisse être mis en place, mais qu'on puisse trouver des réponses très, très concrètes, parce qu'on en a besoin. Les policiers sont importants dans ces quartiers-là, mais comme vous l'avez dit, vous avez été maire d'une grande ville, les travailleurs sociaux sont aussi importants. On a besoin d'eux sur ces quartiers-là, et on a besoin de vous pour apporter une sécurité à ces salariés-là. Donc il y a ce groupe de travail. Je sais que l'adjoint au maire, M. Idadi, a relancé les services de la préfecture. On compte sur vous pour que les services de la préfecture de police nous accompagnent dans ce processus-là et mettent en place quelques moyens pour pouvoir protéger les salariés qui œuvrent tous les jours dans ces quartiers-là. On compte sur vous, vraiment, je tiens à vous le dire, on compte sur vous, et je suis
le porte-parole de tous ces salariés qui œuvrent au quotidien. Je vous le dis, entre le moment où ça a été décidé, acté en comité départemental il y a quelques mois, on a eu plein de cas encore de violence dans les cités. Moi-même, dans mon association, on a par exemple un directeur à la Solidarité dans le 15e qui, depuis 3 mois, ne va plus sur site. Donc voilà, on a besoin de vous parce que les familles dans ces quartiers-là ont besoin de ces salariés-là. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, alors comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, moi je connais le travail et l'importance du travail des travailleurs sociaux et des centres sociaux. Donc je voudrais évidemment, à travers vous, les saluer. Et ils ont évidemment le droit à la sécurité. Je suis sûr que cette période du Covid qui a beaucoup sollicité quand même les services de la préfecture et de la police pourront reprendre leur vie normale depuis que nous pouvons vivre les terrasses de café. Il est tout à fait normal de reprendre la vie administrative et j'en suis certain que Madame la préfète va l'organiser. Mais c'est vrai que la sécurité de nos travailleurs sociaux, c'est aussi des caméras de vidéoprotection. Et j'ai eu l'occasion de dire au maire de Marseille que voilà, il y a très peu, voire pas de caméras de vidéoprotection dans les quartiers nord, pourtant avec des centaines de milliers d'habitants. La police municipale de Marseille, qui est quand même une police de proximité, qui accompagne, dans ma commune, elle accompagne évidemment la surveillance, la protection du travailleur social. Ils vont peu dans les quartiers nord de Marseille, vous le savez bien, c'est un deuxième problème. Puis l'urbanisme et la concentration des difficultés qui font qu'on est dans un quartier en politique de la ville, fait qu'on concentre évidemment aussi, bien sûr, les actes de délinquance. Et donc il faut accepter aussi le rééquilibrage de la population. C'est le travail qu'on fait autour de l'ANRU, etc. Mais on voit bien que Marseille est une ville absolument magnifique, mais qui connaît des différences sociologiques, culturelles, de sécurité tellement importantes entre le nord et le sud, qu'évidemment il faut qu'on se pose des questions avec la ville, et je sais que le maire y travaille. Donc oui, bien sûr, on va regarder comment on peut faire pour accompagner au mieux les travailleurs sociaux au niveau de l'État, mais ça nous serait vraiment très utile que la mairie de Marseille continue le déploiement des caméras de vidéoprotection, parce qu'on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque travailleur social, vous le comprenez bien. Et les travailleurs sociaux, comme tous les habitants, méritent d'être protégés, et notamment grâce aux caméras. Et on va passer au deuxième thème de cette matinée. On va parler du mal-être des policiers. Oui, depuis plusieurs années, Monsieur le Ministre, les policiers sont très souvent critiqués, vilipendés sur les réseaux sociaux, accusés de racisme, de violences illégitimes. Parfois, ces critiques sont justifiées, mais souvent, elles sont extrêmement généralisées et évidemment, ils le vivent extrêmement mal. Les suicides dans les rangs ne cessent pas. On constate même une perte d'appétence des jeunes recrues pour ce métier passion et de vrais questionnements pour ceux qui sont dedans et en première ligne. En clair, la maison de police va mal. Et Leïla, la femme d'un policier marseillais, comme beaucoup de conjoints, d'enfants, de parents, de flics, est très inquiète et on l'écoute. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Leïla, je suis femme de policier marseillais, policier sur le terrain depuis plus de 20 ans. On a peur aujourd'hui quant à sa sécurité à lui et à tous ses collègues sur le terrain, notamment depuis la mort de Monsieur Masson, qui était un collègue de mon mari, mais aussi depuis le rejet de la loi, de l'article 24 sur la loi de la sécurité globale. Du coup, j'ai une question à vous poser, parce que c'était une loi qui permettait de nous protéger, nous, famille de policiers, mais aussi eux, sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'avec mon mari, je ne peux même plus me promener avec lui en ville? Il a peur que sur son terrain à lui, donc sur son secteur, on me reconnaisse. Et il ne veut plus qu'on sorte ensemble. Est-ce que vous trouvez ça normal? Évidemment que je ne trouve pas ça normal, et c'est pour ça que je me bats tous les jours, quitte à prendre des coups, mais ils sont bien petits par rapport à ceux que prennent les policiers ou les gendarmes, dans la défense des policiers. D'abord, je voudrais rassurer cette dame, beaucoup de choses sont faites dans la loi sécurité globale qui ont été validées, encore une fois, qui aident les policiers, notamment la protection fonctionnelle, dès le début d'une mise en cause ou d'un policier qui veut se défendre. C'est-à-dire que leur administration, désormais, leur paiera les frais d'avocat, les accompagnera évidemment dès le début, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est le cas évidemment de l'article 24, qui encore une fois n'est pas totalement censuré et permet de lutter contre ceux qui justement identifient sur Internet les policiers. C'est une grande avancée. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a eu depuis 15 ans une augmentation énorme des violences faites aux forces de l'ordre. 80% de violences de plus contre les policiers depuis 15 ans, 40% de plus contre les gendarmes, y compris en milieu rural. Moi, je constate dans les violences urbaines qu'on a connues cette dernière année, qu'il y a 50% de feux de poubelle et feux de voiture en moins et 50% de violences contre les policiers en plus. C'est-à-dire que dans les quartiers, au lieu de s'en prendre aux biens physiques, aux feux de poubelle, aux voitures, on s'en prend directement aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers. Donc c'est évidemment très inquiétant pour la société. Et donc mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est de défendre les policiers, de leur donner des moyens matériels supplémentaires. C'est ce qu'on essaie de faire, de nouvelles voitures, des nouveaux équipements. On aura l'occasion de parler de nouveaux commissariats, de nouvelles implantations, de beaucoup de moyens. C'est peut-être pas encore assez, mais c'est mon travail que de le faire. Des moyens humains. Il y a 40 policiers qui sont déjà arrivés dans les Bouches-du-Rhône depuis février. Donc je suis arrivé en février, il y a déjà 40 policiers de plus qui ont l'uniforme et qui sont dont 30 dans les quartiers nord de Marseille.
Et on a dit une centaine par an, donc on va rajouter plus de moyens. Quand il y a plus de policiers, ça sécurise un peu plus leurs collègues. Et puis évidemment, on doit améliorer aussi la relation que nous avons avec l'autorité judiciaire, parce que ça doit s'accompagner aussi d'augmentation des moyens de la justice. Et donc Madame a raison, moi je partage son inquiétude. Vous savez, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, un policier m'a dit « Moi je n'ose même plus mettre sur le carnet de correspondance de mes enfants ma profession ». Avant c'était une fierté, et aujourd'hui j'ai une peur. On a l'impression que la peur a changé de camp. Alors la peur, moi je ne crois pas que la peur ait changé de camp. Je pense que les policiers se posent des questions comme tous les Français. Mais je constate tous les jours le courage des policiers, leur magnifique abnégation à protéger les uns et les autres. Ce qui est certain, c'est qu'ils vivent, les policiers, comme les Français, dans un monde qu'ils voient de plus en plus violent. Se rajoute à ça les réseaux sociaux, vous l'avez dit, la façon dont parfois on traite l'information, des extraits d'images qui ne sont pas ce qui était il y a 20 ans. Si il y a 20 ans, on titrait à la Provence un policier tabassé, c'est terrible, mais c'est encore pire de voir l'image du policier tabassé sur Twitter. C'est ça aussi notre monde moderne, mais aux lumières du jour, peut-être est-ce une bonne chose, l'hyperviolence que subissent les policiers. Et donc nous devons répondre à cette hyperviolence, à une hyperprotection et à une hypermotivation, ce qui est la mienne. Justement, sur cette hyperviolence, j'avais une petite question. On se rend compte, notamment avec les bandes ces derniers mois dans la région parisienne, mais aussi la violence de ces trafiquants qui sont allés jusqu'à tuer Éric Masson, qui se séquestrent entre bandes, sans parler des règlements de compte. Récemment, la PJ de Marseille a élucidé 2 barbecues, comme on dit ici, avec 3 morts à l'intérieur, dont un qui avait été découpé à la disqueuse. On arrive à un niveau de sauvagerie qui est inédit. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez essayé d'étudier d'où ça peut venir? Est-ce que ce sont les jeux vidéo? Est-ce que c'est un problème d'autorité parentale, d'éducation? Est-ce que c'est ce cannabis qu'ils fument depuis 10, 11, 12 ans qui finit par les atteindre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose question? Bon, d'abord, je peux vous dire que s'il y a, comme l'assassinat ignoble du policier Masson, s'il y a des violences contre les policiers, c'est aussi parce que ces policiers vont partout sur le territoire de la République. Il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Il n'y a pas de quartier où les policiers ne vont pas. En revanche, il y a des endroits où quand les policiers vont, c'est très difficile. Voilà. Et il faut leur saluer leur courage. Si on ne veut pas que les policiers se fassent agresser, il ne faut pas qu'ils fassent leur travail de policier. Je peux être un ministre de l'Intérieur très, très détendu si je dis on ne fait plus de lutte contre les stupes, on n'arrête plus des gens à 2h du matin qui roulent comme des dingues en voiture, on n'intervient plus dans les quartiers difficiles, il y aura moins d'agressions, moins d'images. Mais ce n'est pas ce que veulent les Français. Et donc il faut accompagner les policiers et accepter l'idée, malheureusement, que plus ils vont déranger les trafics, plus ils vont arrêter les malfaisants, plus ils se font agresser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir défendre, répondre et protéger les policiers lorsqu'ils se font agresser. Deuxièmement, oui, l'hyperviolence, elle existe. Je ne sais pas si on considère qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de violences, comme vous évoquez les barbecues, je mets évidemment des guillemets, puisqu'il y a toujours eu des actes de torture, il y a toujours eu des règlements de compte, mais on constate qu'ils sont très fréquents. Il y a des communautés aussi qui nous inquiètent. Je prends la communauté nigériane à Marseille, ça peut, alors tout le monde n'est pas à mettre évidemment dans le même sac, mais qui nous inquiète. Plus de coups de couteau, 30% d'armes saisies en plus quand on fait des affaires de drogue. Désormais des agresseurs de policiers, alors qu'auparavant on laissait faire le policier quand on intervenait, et des règlements de compte très importants, et c'est évidemment pour nous une source d'inquiétude. Est-ce que c'est la consommation de drogue? Est-ce que c'est le regroupement de communautés? Est-ce que c'est l'hyperviolence? Vous évoquiez les jeux vidéo de manière générale de la société médiatique. Est-ce que c'est aussi le fait que des gens n'ont plus peur parce qu'il y a tellement d'argent en jeu et prennent leur responsabilité, si j'ose dire, de rouler sans s'arrêter et d'écraser un policier parce qu'ils ont 3-4 kilos de cannabis dans leur coffre? C'est une question qu'on doit tous collectivement se poser. La vérité, c'est que les policiers sont en face d'une société de plus en plus violente. J'avais parlé d'ensauvagement. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, ça avait fait une polémique. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus grand monde pour contester ce mot. Une dernière question concernant les conditions de travail des forces de l'ordre. 2 tribunes récemment, et sur l'ambiance de la société française, 2 tribunes sont sorties récemment. Une signée par des militaires, une seconde par d'anciens policiers, parfois des hauts gradés. Alors la plupart étaient marseillais et il faut préciser que certains étaient proches du Rassemblement national, même parfois sur des listes électorales. Est-ce que vous aussi, comme eux, vous craignez qu'on bascule dans un chaos et même que les Français se retrouvent face à face, comme Gérard Collomb l'avait évoqué en quittant Beauvau il y a quelques années? Moi, je ne suis pas de ceux qui commentent en se lamentant. Alors, il y en a quelques-uns qui ont même des arrière-pensées politiques, vous l'avez dit. Moi, je suis de ceux qui sont dans l'action. Sinon, vous savez, moi, je ne ferais pas ministre de l'Intérieur, je ne ferais pas de la politique, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Si je ne pensais pas que les choses étaient rattrapables, je ne mettrais pas toute mon énergie à essayer d'aider pour remettre ce que je pense être le bien pour mon pays. Donc, je suis plutôt de ceux qui se retroussent les manches,
même si c'est difficile, que ceux qui se lamentent en disant tout est foutu. J'ai été assez choqué de la tribune des militaires, dont une grande partie était d'ailleurs anonyme, ce qui ne montre pas un très grand courage, parce que je crois qu'il y a aussi une société dans laquelle un héritage est arrivé pour le président de la République. Le président de la République, il est là en poste depuis 3 ans et demi. Qui peut penser que la violence contre les policiers date de 3 ans et demi? Je l'ai dit, ça fait 15 ans que ça augmente. Qui peut penser que le trafic de stupes à Marseille dans les quartiers nord, ça date de 3 ans et demi? Chacun sait que c'est très lointain. Qui peut penser que l'affaiblissement de l'autorité de l'État notamment ne soit le fait que de ce gouvernement? Bien sûr que non. D'ailleurs, la première autorité à remettre au milieu du village, c'est l'autorité parentale. Quand des gamins de 12, 13, 14 ans en région parisienne ou à Marseille se donnent des coups de couteau dans le métro, la police ou le préfet ou le ministre de l'Intérieur, même le maire, n'ont pas vraiment de responsabilité. C'est bien parce que des parents n'ont pas fait leur travail de parents. La première des choses à redire, c'est que chacun est responsable de ses actes. Et une bonne société, ce n'est pas une société qui fait des tribunes pour dénoncer l'arrivée prochaine d'un chaos comme si tout le monde serait déprimé, mais qui se dit, bon, peut-être que chacun a une part de responsabilité. Quand je ne traverse pas sur les clous avec mon enfant sur le passage clouté, peut-être que je commence déjà à expliquer que les règles n'existent pas. Lorsque je justifie des actes contre les policiers, je vois une mère de famille, dans les faits divers qui me remontent en tant que ministre de l'Intérieur, qui va avec un couteau agresser une professeure des écoles parce qu'elle a mis une mauvaise note à son enfant. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parfois chez une partie des parents. Donc si chacun remettait à sa place l'autorité, je pense que la société irait mieux. Allez. De manière générale, il faut pouvoir retrousser ses manches et pas se lamenter. On va écouter une deuxième question de Leïla, donc marseillaise et femme de policier. Monsieur le ministre, j'ai une autre question. On sait très bien que le métier de policier est un métier de vocation. On choisit d'être policier. On a la fibre de la sécurité et d'aider les autres. Mon mari aujourd'hui, après 20 ans, après tout ce qui se passe, après cette insécurité sur le terrain, se pose beaucoup de questions quant à son avenir. Il songe à muter dans les bureaux, voire pire, démissionner. Alors que c'est un homme de terrain que je sais qu'il est fait pour ça et qu'il est doué en plus. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux pour relancer l'attractivité du métier de policier aujourd'hui en France? Alors je vous ai entendu comme monsieur dire voilà, il y a moins de gens qui veulent devenir policiers. Bon, ce n'est pas tout à fait les chiffres aujourd'hui. Pour un poste ouvert à l'école de police, il y a 4 candidats. Et par ailleurs, parfois, quand on a son concours de l'école de police, les jeunes policiers le savent bien, on met 1 an et demi avant d'accéder à l'école, tellement on n'arrive pas à répondre à la demande. Le recrutement a énormément baissé, moi, selon mes sources. On prend à 6 ou 7 maintenant, alors qu'on prenait à la moyenne il y a encore quelques années, ce qui est quand même un peu inquiétant pour l'avenir de la profession. Pour moi, ce n'est pas vrai, c'est parce que j'ai constaté. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a rétréci la formation, et ça, c'était une erreur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réaugmenté la formation. À partir de l'année prochaine, les policiers feront 1 an de formation au lieu de 9 mois, ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Le niveau de formation a baissé, mais pas l'accès au concours. Vous savez, il suffit d'aller voir les nouveaux commissaires, les nouveaux officiers, les nouveaux gardiens de la paix. Il y a plein de gens, d'ailleurs, qui souvent ont été policiers adjoints, des ADS, et qui ont montré pendant 3-4 ans qu'ils étaient capables d'être sur le terrain. Et par ailleurs, des gens qui auraient pu très bien travailler ailleurs, gagner beaucoup d'argent et qui ont choisi le service public. Donc, et d'ailleurs, ce soir, à partir de 20h, sur les grandes chaînes de télévision, est lancée une grande campagne de recrutement pour la police nationale. Et parce que madame a raison, le métier de policier, c'est un métier de protection, c'est un métier social, d'aider ses compatriotes. Et je veux dire à madame qu'en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'une partie des policiers qui ont fait 10, 15, 20 ans de terrain sont un peu déprimés de ce qu'ils voient. Voilà, ils manquent un peu parfois d'énergie parce qu'ils ont l'impression qu'ils vident la mer avec une cuillère. Donc notre travail, c'est de les remotiver. Je pense que ma venue, j'ai dit que je venais tous les 3-4 mois à Marseille, je viendrai tous les 3-4 mois à Marseille, je reviendrai cet été, c'est de passer ma journée, comme je le ferai tout à l'heure, dans les quartiers d'or et d'aider le mari de cette dame, comme tous les policiers. Allez, on va passer au 3e thème de cette rencontre. On va parler des liens. Police, justice. Ces liens sont très tendus depuis des décennies, mais ces dernières semaines, on a eu l'impression qu'on frôlait la rupture, notamment avec cette manifestation mercredi dernier à Paris, qui a un peu viré en plaidoyer anti-justice, et la sévère réponse des premiers présidents de cour d'appel qui était titrée « Ça suffit ». Vous avez participé à cette manifestation. Est-ce que c'était vraiment votre place et est-ce que vous vous êtes senti mal à un moment donné, puisque certains ont même dit que c'était une manifestation de factieux. Madame Pulvar a estimé que c'était une manifestation glaçante, et vous avez porté plainte, visiblement. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti mal dans cette manifestation, ou vous vous êtes senti totalement à votre place? Moi, c'est mon rôle d'être au milieu des femmes et des hommes de la police nationale qui ont, je le rappelle, connu 2 assassinats en 1 semaine. Je ne sais pas si, en tant que directeur de journal, si vous aviez 2 de vos employés assassinés en 1 semaine,
Madame Montfermé, qui a été égorgée par un terroriste islamiste alors qu'elle allait rentrer dans son commissariat à Rambouillet, et le brigadier Masson qui faisait son travail de contrôle d'un point de deal, je ne peux pas être insensible à l'émotion, à la tristesse et à la colère des policiers que je partage, comme je crois, la quasi-intégralité des Français. Ça, c'est le premier point. Moi, je ne gère pas mon ministère sous les dorures ou en lisant que des notes. Je serais un drôle de ministre, ou alors peut-être que je ne serais pas le ministre qui pourrait légitimement dire aux policiers, ben voilà, je vous soutiens quand ça va mal, et puis j'ai des exigences, évidemment, de déontologie et d'action quand ça va mieux. Ça, c'est un point très important. Troisièmement, les policiers ne sont pas des factieux. Que Mme Pulvar ait les mêmes propos que M. Mélenchon, ça m'étonne peu, mais où est passé le Parti socialiste? Où est passé Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, ceux qui avaient une conception de gauche, mais républicaine de la police? J'allais dire comme Clémenceau. Voilà, on voit bien que les socialistes français sont partis du très mauvais côté, c'est-à-dire celui de la contestation de l'autorité de l'État. Comment voulez-vous après qu'on la remette et qu'on fasse respecter le policier qui sermonne des adolescents qui traversent mal la rue? Moi, je veux dire que les policiers, ils protègent la République. Les policiers, tous les jours, ils perdent leur vie, ça peut arriver, pour nous protéger. L'année dernière, monsieur, j'ai été le patron d'une administration qui a perdu 11 policiers et gendarmes en service, 8000 blessés, plus que le ministère des Armées. Il y a plus de policiers et de gendarmes qui meurent l'année dernière, en 2020, qu'il y a eu de militaires. Pour montrer à quel point la violence contre les policiers et les gendarmes est forte. Il y a 24 000 refus d'obtempérer en voiture par an, c'est-à-dire une toutes les demi-heures. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'émotion et de tristesse et parfois de colère pour les policiers? Donc mon travail n'est pas de faire mienne les revendications syndicales. Mon travail, c'est d'écouter la colère des gens, d'écouter leur tristesse, de transformer, d'essayer de modérer parfois certains propos, bien sûr, et de transformer ça en matériel supplémentaire, en effectifs supplémentaires et en lois supplémentaires. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas simplement une manifestation sous l'émotion, sous le coup de l'émotion, c'était aussi sur un mal-être profond qui dure depuis des années et dont les différents ministres de l'Intérieur, bien sûr, vous n'êtes pas seul comptable, mais vous en êtes également comptable. C'est pour ça que ça donnait un peu l'impression de l'extérieur que vous étiez à une manifestation presque un peu contre vous aussi. Ce n'était pas le cas, parce que les policiers, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament plus de moyens. Mais moi, je suis aussi pour plus de moyens. Je me bats tous les jours auprès du Premier ministre, du Président de la République, du ministre de l'Économie pour avoir plus de moyens. Ils se battent aussi pourquoi? Pour dire extérieurement à la société, respectez-nous plus. Moi, je me bats tous les jours pour que la société française respecte plus ses policiers, pour que l'autorité ne soit pas un mauvais mot. Je me bats tous les jours pour que l'autorité parentale, celle de l'éducation nationale, celle du policier, celle du professeur, soit respectée. Vous savez, dans cette manifestation, il y avait un homme parmi les hommes, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur parmi ces hommes, comme la maire socialiste de Paris, le premier secrétaire du Parti communiste français qui était là. Ce n'est pas une manifestation de grande contestation. Ils ont suivi parce que vous y allez, non? Non, j'espère qu'ils sont libres de leur mouvement et qu'ils ne regardent pas que le ministre de l'Intérieur. Mais vous savez, il y a 4 mois, Mme Poirson et M. Attal, mes collègues du gouvernement, ils ont été à la manifestation pour le climat. On pourrait dire qu'ils ont manifesté contre la politique du gouvernement parce qu'il y avait le climat qui se réchauffait. Ben non, ils le faisaient parce que c'était l'aspiration d'une grande partie de la jeunesse, parce qu'il faut plus de moyens pour lutter contre le réchauffement climatique. Personne ne leur a fait grief. Il y a dans notre pays une certaine bien-pensance qui vise à désarmer les policiers. Et moi, je ne suis pas pour désarmer les policiers, je suis pour les soutenir. Le ministre Acquitator vous en a pas voulu? Pardon? Le ministre Acquitator ne vous en a pas voulu? Moi, je m'entends très bien avec Éric Dupond-Moretti. Et je trouve ridicule d'opposer la police et la justice. Et encore plus ridicule d'opposer le ministre de l'Intérieur au ministre de la Justice. Parce que les policiers, vous savez, on va répondre dans quelques instants, ils sont juste des agents qui travaillent sous l'autorité des procureurs et des magistrats. Justement, parlons des liens police-justice avec une question de Fanny Bonfils. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame. Donc, lors de la manifestation qui a eu lieu donc, mercredi dernier, un leader du syndicat Alliance a déclaré le problème de la police, c'est la justice. D'abord, que pensez-vous de cette phrase? Et ensuite, n'est-ce pas très inquiétant pour nos institutions? Moi, je trouve que de deux côtés, des syndicats de police comme des syndicats de magistrats, il y a eu des excès. Et j'ai eu l'occasion de dire que je ne les partageais pas. Deuxièmement, s'il y a un problème pour la police avec la justice, c'est la faiblesse des moyens de la justice. Quand je vois que des procureurs de la République, qui tous les jours, moi je les constate dans tous mes déplacements, font un travail en lien parfait avec la police nationale, ont 200, 300, 400, 500 dossiers. Comment voulez-vous qu'un homme traite 500 dossiers? Et que quand ils ont une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes déférées parce qu'ils ont fait des actes et qu'ils ont été arrêtés par les policiers de Marseille et qu'on n'a que quelques places en prison, bah oui, il est obligé de relâcher les gens qui ne peuvent pas mettre en prison et il fait une hiérarchie. Donc ça peut être incompris par la part des policiers par manque de places de prison. Donc le problème, ce ne sont pas les hommes et les femmes de la magistrature qui, j'imagine, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, sont des pères et mères de famille et ont envie que la société aille mieux, mais les moyens qu'on leur donne. C'est pour ça que je m'entends très bien avec M. Dupond-Moretti, c'est que l'augmentation continue du budget de la police est désormais accompagnée de l'augmentation continue du budget de la justice décidée par M. le Premier ministre.
Par ailleurs, moi, les organisations syndicales, ça fait maintenant 15 ans que je fais un peu de politique, j'ai toujours connu leurs excès. Voilà, quand la CGT de la mairie de Tourcoing manifestait, elle avait des propos parfois excessifs. Ça n'empêche pas que je puisse les écouter, leur dire que je n'étais pas d'accord avec tout. Comme je le dis avec le syndicat Alliance, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais je constate effectivement qu'il faut entendre les colères. Et ensuite, il faut les traduire en des termes qu'on pourrait dire les plus démocratiques possibles, qui passent par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui sont adoptés selon les règles d'un État de droit. Il y a un point sur lequel moi je ne peux pas être d'accord avec quelques excès parfois dits par quelques organisations syndicales ou quelques personnes, et parfois quelques hommes politiques ou femmes politiques, c'est la remise en cause de l'indépendance de la magistrature. C'est normal, dans un État de droit, que les magistrats soient indépendants. On peut regretter leurs décisions. Et d'ailleurs, ils ne sont pas exempts de critiques, les magistrats, comme tout fonctionnaire. Mais il faut accepter que dans un État de droit, ce ne sont pas les mêmes qui arrêtent que les mêmes qui jugent. C'est normal, c'est comme ça, c'est la démocratie. Et donc de ce point de vue, j'aimerais qu'on évite dans le débat public de donner des solutions toutes faites, type des peines de prison à vie pour tout le monde, type des condamnations automatiques sans discuter, type la remise en cause d'une décision de justice. Voilà. Je n'ai jamais critiqué une décision de justice, qu'elle soit celle qui va vers mon sens ou celle qui ne va pas vers mon sens, et je considère que ceux qui le font, effectivement, ne sont pas tout à fait dans le cadre des institutions de la Ve République. Alors justement sur le sentiment que la justice française est peut-être un peu laxiste, vous avez une question également, Fanny Monfils. Oui, alors comment expliquez-vous justement qu'un certain nombre de Français, et notamment dans les forces de l'ordre, pensent que la justice est trop laxiste, alors que si on s'intéresse aux chiffres, notamment sur la réponse pénale, ces chiffres semblent montrer plutôt l'inverse? Bon, d'abord parce que nous, les journalistes, parfois, en sont un peu responsables. Ça peut être le cas aussi des politiques. On parle surtout du détail, du fait divers, au lieu de regarder la masse. Et c'est vrai, mais c'est vrai dans tout. On est plus sensible à ce qui est arrivé près de chez soi, ou ce qu'on connaît, que les statistiques globales. Voilà. Si je vous dis, on a fait 460 opérations contre les points de deal dans Marseille depuis le début de l'année, vous allez me dire, oui, mais en bas de chez moi, j'ai un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il y a toujours une occupation de l'immeuble. C'est vrai, les deux sont vrais. Ça, c'est le premier point. Donc les Français sont pris par les faits divers, et dans les faits divers, il y a parfois des réponses pénales qui sont peu comprises, parce qu'elles sont aussi peu expliquées. Le deuxième sujet, c'est que nous manquons de places de prison. Et je vous disais que l'un des problèmes, c'est que lorsque nous prenons des décisions, et ça ne se concrétise pas par des gens dans les prisons, quand ils font des méfaits considérables, les Français se posent des questions. Vous savez, moi j'entends beaucoup de critiques aujourd'hui, mais Madame Dati, par exemple, qui aujourd'hui critique beaucoup le gouvernement, c'est elle qui a mis en place le fait que quand on est condamné à grosso modo 2 ans de prison, on ne va pas en prison. Donc, parce qu'il nous manquait des places de prison, c'est nous qui les construisons. On construit 15 000 places de prison. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand vous dites aux élus, nationalement, on va construire des places de prison, tout le monde dit oui, oui, bravo. Et quand on dit au maire, on va construire une prison chez vous, il dit bah non, chez moi, ça ne m'arrange pas. Donc il faut du temps, et nous construisons ces places de prison. C'était, à mon avis, un grand travail qu'a fait Dupond-Moretti pour le mettre en avant et pouvoir le faire. Puis troisièmement, notre sujet principal, me semble-t-il, c'est le temps avec lequel les Français attendent les décisions. Regardez, il y a des faits divers cet été. Ils n'ont pas encore été condamnés, ces personnes, parce que la justice met du temps. Pourquoi elle met du temps? Parce que les procédures sont longues, parce qu'il n'y a pas de place assez dans les tribunaux pour les audiences, et notamment pour les mineurs. Et ce que nous avons fait avec Éric Dupond-Moretti est considérable dans réformer le code des mineurs. Moi, j'ai vu des gamins de 15-16 ans à Tourcoing, il y en a sans doute beaucoup à Marseille également, qui ont fait des bêtises. Ça peut arriver à tout le monde. Bêtises égale sanction, c'est normal. Mais moi, j'ai vu des gens à 16 ans faire des bêtises, être arrêté et avoir la condamnation à 22 ans. Alors qu'entre-temps, il a peut-être passé des études, il s'est peut-être marié, il a peut-être eu des enfants, il a peut-être changé de vie, il a peut-être trouvé un travail. On lui rappelle sa bêtise 6 ans après. Qu'est-ce que c'est que cette peine qui n'est pas pédagogique 6 ans après? Ce que nous faisons désormais avec la réforme d'ordonnance des mineurs, c'est que la peine, c'est dans les 6 mois. Vous faites une bêtise à 16 ans, vous êtes condamné à 16 ans et demi. Donc l'important n'est pas tant, et c'est le ministre de l'Intérieur qui vous le dit, qui ne passe pas pour un mou, je le crois, la sévérité de la peine que la rapidité de la peine. Il vaut mieux une peine qui est moins importante, mais efficace, rapide et pédagogue, qu'une peine qui serait lourde, mais dans 5 ou dans 6 ans. Parce que là, ce ne serait pas pédagogique. Donc, ce qu'on ressent parfois comme laxiste, je mets des guillemets dans la justice, c'est le fait qu'on ne connaît pas les décisions. Je prends un exemple et j'en terminerai par là. Il y a un article du Figaro qui est sorti, qui m'a beaucoup énervé hier soir, qui expliquait qu'il y a 2 ans, l'État avait été condamné par une dame qui avait porté plainte dans le quartier nord de Marseille pour les rodéos sauvages. En disant c'est scandaleux, c'est quoi de ces motos, on n'intervient pas, vraiment, c'était il y a 2 ans. Hier, la police de Marseille, alors ça tombe bien, c'était comme ça, concomitamment quasiment à l'article, a arrêté une vingtaine de personnes qui faisaient des motos sauvages. Voilà. Bon, mais heureusement que, entre guillemets, je suis là pour le dire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les services de police ne peuvent pas communiquer sur cette affaire.
Et vous avez à la fois des articles de presse nationaux qui disent il y a des rodéos, il y a des quads, les gens les voient d'ailleurs à travers leurs fenêtres. Que fait la police? La police fait son travail. Tous les jours, elle arrête des quads et des motos. Mais simplement, peut-être que la justice et la police devraient mettre un peu plus d'énergie à communiquer sur les résultats. Et si on communiquait plus sur les résultats, parce que comme vous dites, madame, quand on regarde les chiffres, souvent les réponses sont fermes et sont là, eh ben, on pourrait peut-être un peu plus convaincre nos concitoyens. En l'occurrence, l'arrestation dont vous parlez est sur le site de la Provence depuis quelques minutes. L'information est chez nous. On va passer au dernier thème de cette matinée, les violences faites aux femmes, Romain. Si les violences faites aux femmes, c'est vraiment une des priorités du quinquennat. Des choses ont été faites, je pense que tout le monde est unanime sur la question, de réelles avancées parfois, mais, et on sent même une libération de la parole, puisque les femmes notamment prennent conscience que ça bouge. Pour autant, comme dans le drame de Mérignac, on sent qu'il y a encore un peu des trous dans la raquette, en l'occurrence pour ce drame-là. La mission d'inspection a pointé du doigt une série de défaillances. Comment on peut les limiter? Le risque zéro, on ne l'atteindra jamais, mais comment on peut limiter encore ce genre de drame et d'écarter des maris qui finissent par tuer leurs femmes? Bon, d'abord, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un drame national. La libération de la parole est faite depuis, je crois, le Grenelle des violences, mais on pourrait vous dire qu'il y a moins de féminicides, moins d'assassinats de femmes, mais tant qu'il y en aura une, je pense que ça ne sert à rien de faire ce calcul macabre. Et le drame de Mérignac nous a absolument tous touchés devant l'horreur de la situation. Ce qu'a révélé manifestement le pré-rapport de l'inspection, et puis on verra au mois de juin, on le rendra public d'ailleurs, le rapport complet, c'est que tout le monde fait son travail dans son coin sans trop se parler. Et ça, c'est un problème. Police, justice, protection, et manifestement, il faut qu'on s'améliore, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, je veux dire que les policiers et les gendarmes, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais systématiquement quand je leur pose la question, quand une dame vient déposer plainte, même faire une main courante, même faire un signalement, je sais que le parquet ouvre systématiquement une enquête, on lui pose systématiquement la question, en la recevant dans l'endroit le plus calme possible, est-ce que votre mari, est-ce que votre compagnon a une arme? On va systématiquement, en tout cas c'est la consigne que j'ai donnée, la loi dit peut saisir, moi je dis doit saisir, j'ai donné l'instruction au service de police et gendarmerie les armes, et on doit au mieux documenter cette malheureuse histoire en essayant par ailleurs de protéger la femme en lui trouvant un nouveau logement et à la justice ensuite, c'est eux qui décident de faire des bracelets anti-rapprochement, des téléphones de grande danger, etc. On a encore manifestement beaucoup trop de cas où ce travail méticuleux d'écoute, d'attente n'est pas fait dans les conditions les plus optimales. Donc on va continuer à améliorer, je l'espère, cette situation en continuant de former tous les policiers, tous les gendarmes, en créant des brigades spécialisées pour les personnes, et vous savez que c'est le cas notamment à Marseille, des violences conjugales, et en travaillant avec les collectivités locales, nous l'espérons, pour qu'on puisse notamment mettre à l'abri ces femmes. Alors il y a eu l'année dernière 146 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, il y a eu aussi 27 hommes qui sont morts, il ne faut pas les oublier, et c'est à chaque fois un drame. Et il y a aussi toutes les violences qui n'amènent pas à la mort, mais qui touchent profondément la famille. Question d'Éric Florentino sur ce thème. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Je travaille dans une association à Marseille qui s'appelle SOS Femmes, qui existe depuis 45 ans et qui travaille sur la question des violences conjugales en particulier, des violences sexuelles aussi. Depuis 45 ans, on reçoit chaque année, grosso modo, environ 2000 femmes par an. Ça ne nous offre aucune certitude, aucune prétention de détenir la vérité. Par contre, j'espère un peu de crédibilité par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement. Je vous confirme que depuis quelques années, la situation s'améliore dans les rapports entre les plaignantes et les services de police et de gendarmerie. C'est un fait, mais je m'autorise aussi à vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, vous venez de le dire. Et si je peux me permettre, peut-être une remarque en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vraies avancées sur les services d'enquête, c'est une évidence. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter, je pense, sur l'accueil général dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Loin de moi l'idée de faire une généralité, bien sûr, mais une fois que le sas de l'accueil est passé, effectivement, ça va mieux. Aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre, que les femmes rencontrent, c'est ça qui est intéressant, c'est pas nous qui avons les problèmes, ce sont les femmes, c'est le fait de passer la première étape de l'accueil. Si vous voulez, j'ai pas mal d'exemples qui viennent de manière récurrente à votre disposition pour étayer le propos. Ça, c'est une première question. En gros, l'idée, ce n'est pas une question, mais une remarque, de dire que s'il y a une priorité à faire sur la formation, peut-être que c'est aujourd'hui dans ce cadre-là. Et une deuxième remarque également, il y a des expériences qui fonctionnent. Effectivement, vous avez fait référence aux brigades spécialisées. Il y a aussi une expérience à Marseille qui fonctionne très bien. Et je vous le dis d'un point de vue associatif, puisque vous l'avez évoqué, les violences faites aux femmes, les violences conjugales en particulier, c'est le ministère de la Santé, le ministère du Logement, le ministère de la Cohésion sociale, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, entre autres.
donc vous êtes ministre de l'Intérieur. Il y a des pôles psychosociaux dans chaque division de Marseille qui consistent à associer des travailleurs sociaux et des psychologues. Donc grosso modo sur Marseille, 3 travailleurs sociaux, 3 psychologues, et qui permet de fluidifier le parcours et des liens avec l'extérieur, avec les partenaires sociaux notamment, et la prise en charge des femmes qui arrivent souvent dans des états très compliqués à gérer. Et il y a une plus-value majeure dans ce fonctionnement-là, c'est que ça aide les plaignantes, ça aide les partenaires, et ça aide aussi, je crois beaucoup, c'est ce qu'ils me disent, les fonctionnaires de police dans la prise en charge. Par contre, vous comprenez bien que 3 travailleurs sociaux, 3 psychologues sur une ville comme Marseille, c'est notoirement insuffisant, et que sur le reste du département, ce dispositif n'existe pas. Donc du coup, il y a des choses qui fonctionnent, où tout le monde se félicite du succès. Est-ce qu'il est dans l'intention du ministère de l'Intérieur d'impulser des dynamiques à ce niveau-là, à la fois sur la formation, en ciblant un peu, en écoutant aussi les retours des interlocuteurs, et de développer des pôles psychosociaux, on les appelle comme ça ici, parce que ça a d'autres noms ailleurs, hein, je veux bien le croire, mais en tout cas qui manifestement apportent une vraie plus-value dans la prise en charge, dans l'accueil et dans l'accompagnement des victimes. Merci. Bon, d'abord, monsieur, vous avez parfaitement raison et je voudrais saluer tout le travail des associations comme les vôtres qui accompagnent et qui aident depuis très longtemps d'ailleurs les femmes ou les enfants victimes de violences. Parce qu'on sait très bien que d'abord, il faut pouvoir faire le pas d'aller voir quelqu'un et c'est souvent mieux, en tout cas c'est plus facile parfois de voir quelqu'un qui n'est pas en uniforme, dans un endroit peut-être plus neutre, on va l'appeler comme ça. Il faut pouvoir verbaliser aussi, c'est pas normal de connaître une violence physique ou psychologique dans son couple, à coup sûr. Il y a des gens qui se disent bah, c'est comme ça, c'est culturel, mes parents étaient déjà comme ça. Bah non, c'est pas normal. Et puis troisièmement, il faut pouvoir les accompagner parce qu'une fois qu'on a dit les choses, souvent on constate d'ailleurs que l'un des drames, c'est que les femmes retournent parfois avec leurs agresseurs parce qu'il y a une dépendance psychologique, financière parfois, un logement, et qu'évidemment a besoin d'un accompagnement au long cours et pas simplement les quelques minutes dans un commissariat, c'est sûr. Alors sur le premier point, vous avez raison, il faut continuer à former nos agents de police et de gendarmerie, et notamment les agents de l'accueil. Vous avez raison, il y a des tas de choses qui se font. Il faut maintenant qu'on les généralise. Par exemple, à Nanterre, où je fais un déplacement à peu près par jour, donc je vais voir les services de police, y compris quand ils ne s'y attendent pas. À Nanterre, j'ai une dame qui s'occupe des violences conjugales au commissariat de Nanterre. Elle a fait quelque chose devant la grande affluence du commissariat de Nanterre. On est gêné quand on est une femme d'attendre pendant 3 quarts d'heure ou une demi-heure son tour parce qu'on est violenté. Parfois, on a des ecchymoses. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire des dessins qui sont absolument ignobles. Elle a fait une entrée spécifique du commissariat pour les violences conjugales. C'est un grand commissariat, il y a des commissariats qui peuvent le faire. Il manquait 2 000 € pour faire un interphone avec un accueil. Bon, l'administration avait dit non un peu bêtement. Bon, ben voilà, on l'a fait. Peut-être qu'on peut le faire dans des commissariats qui acceptent qu'il y a plusieurs entrées. Ça peut être une solution. Je vais au Mans, il y avait une dame du personnel administratif de la mairie, du commissariat, donc une dame de l'accueil en civil, qui avait fait un carré jaune. Alors je me demandais, c'est quoi ce carré jaune ? Le carré jaune, c'est quand on arrive à l'accueil du commissariat, pour montrer qu'on est victime de violence conjugale, au lieu de le verbaliser, il y a des gens qui ne parlent pas bien français, des gens qui ont peur de le faire, qui sont timides, qui n'ont pas envie que leurs voisins l'entendent, ils montent le carré jaune. Et ce carré jaune, si je suis victime de violence conjugale, je monte le carré jaune, tout de suite, on amène la personne dans un endroit spécifique sans pouvoir verbaliser. Un seul signe très discret le montre. Il y a plein de petites expériences comme ça qui sont faites par les policiers. À Lens, un exemple, on reprend les numéros de téléphone des dames et puis on les appelle en se faisant passer pour la CAF pour demander si tout va bien. Et on sait très bien que ce n'est pas la CAF qui appelle, parce que quand on appelle sur le téléphone, peut-être que le compagnon peut être à côté, parce que justement, dans le cas où la justice n'a pas fait la poursuite, mais on se demande quand même s'il n'y a pas violence encore. Bon ben voilà, ça c'est un travail très beau, très social des services de police. Donc vous avez raison, il faut maintenant qu'on généralise ces bonnes expériences, qu'on forme mieux les agents d'accueil et qu'on améliore cet accueil. Deuxième sujet, finalement l'accompagnement psychologique et social. Moi je crois beaucoup aux intervenants sociaux, aux psychologues dans les commissariats. Voilà, c'est très important. Alors, bien sûr, l'État doit pouvoir le faire. On a des dizaines désormais d'intervenants sociaux, de psychologues dans les commissariats. Dans ma commune, quand j'étais maire de Tourcoing, j'avais financé une psychologue pour le commissariat, payée par la mairie, présente dans les locaux du commissariat et qui valait pour les deux, qui valait pour les victimes, qui peut aller valoir aussi parfois pour les accusés, ça peut arriver, mais surtout aussi pour les policiers qui ont besoin de parler. Donc moi j'invite aussi les collectivités locales, les départements, dont c'est normalement l'un des rôles, de nous aider à financer, si chacun fait 50-50 on peut peut-être y arriver, des intervenants sociaux dans les commissariats qui sont civils, qui ont une expérience particulière, qui sont capables d'être un endroit de décompression indépendamment du moment de la plainte. Et vous avez raison que ces cellules, mais vous l'avez évoqué et chacun fait à sa manière, sont très importantes et ne sont pas encore assez généralisées sur le territoire. Puis troisièmement, là pour le coup on a un travail à faire avec la justice,
il y a des téléphones grand danger, mais surtout il y a des bracelets anti-rapprochement qui fonctionnent bien. Bon, ils ne sont pas encore assez utilisés par la réponse pénale pour le coup. Donc là, le garde des Sceaux les a rappelés, suite au drame de Mérignac notamment, qu'il faut utiliser ces bracelets anti-rapprochement. Et puis on a un problème énorme des armes. Les armes, évidemment, dans le drame de Mérignac, pour le coup, les policiers ont fait leur travail. Ils avaient dit est-ce que votre mari a une arme? Il n'avait pas d'arme, il l'a acheté après. Il faut qu'on discute avec les armuriers, il faut qu'on voit des gens qui est capable de faire des violences conjugales. Il ne doit pas pouvoir acheter une arme, au moins pendant la procédure, ça paraît normal. Voilà. Et donc là, on doit aussi s'améliorer largement dans l'échange d'informations qu'on a avec les professionnels. Allez, une ou deux questions pour terminer, Romain. Une question plus politique. La sécurité sera clairement le thème central de la prochaine présidentielle dans un an. Des sondages disent que 3/4 des policiers voteraient Marine Le Pen. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous inquiète? Bon, d'abord, la sécurité a toujours été l'objet d'une campagne présidentielle. L'emploi, la sécurité, depuis que je suis petit, je vois ça à la télévision. Deuxièmement, moi, je me méfie des sondages parce que la vérité, c'est que c'est dans les urnes qu'on voit ce que votent les gens. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie des Français ont envie d'être tentés par l'extrémisme. Bon, moi, je combats l'extrémisme. Je ne suis pas ceux qui diabolisent Mme Le Pen ou le Rassemblement national parce que je ne crois pas que ça sert à quelque chose, surtout quand on est comme moi, ministre, a la chance d'avoir une voiture, d'avoir des policiers autour de soi. Je ne vis pas les difficultés que vivent les Françaises et les Français. Donc moi, je ne veux pas de leçon de morale à ceux qui connaissent les fins de mois difficiles, les quartiers compliqués, les voitures qui sont brûlées en bas de chez eux. Mais ce qui est sûr, c'est que Mme Le Pen, le Rassemblement national, vit des problèmes. Quand on résout les problèmes, quand il n'y a plus de problèmes, on n'a pas envie de voter extrémiste. Donc Mme Le Pen, elle les dénonce, mais elle n'a aucune envie de les résoudre puisque c'est son carburant. Notre travail à nous, c'est de dire que ces problèmes existent et de résoudre ces problèmes très pragmatiquement. Je pense que les policiers, comme tous les Français, ont une envie, celle de faire entendre leur exaspération. Et moi, je suis là pour leur dire que cette exaspération peut s'entendre, peut se comprendre, mais n'est pas la solution. Parce qu'on a vu que toute aventure comme celle-ci nous a amené finalement à des difficultés beaucoup plus grandes. Je suis là pour convaincre les Français, et à travers les Français, les policiers, qui sont des Français comme les autres, que les partis de gouvernement, les partis républicains, ils ont à la fois l'écoute de leur colère, mais aussi le respect de l'état de droit qui fait que nous sommes un grand pays. Et c'est pour ça que je les invite à considérer bien leur vote. Mais justement, la polarisation du débat entre En Marche et le Rassemblement national, est-ce que ce n'est pas un petit jeu, entre guillemets, dangereux? Non, ce n'est pas un jeu. La vérité, c'est qu'il y a une faiblesse forte des oppositions. Regardez, le Parti socialiste en France, qui est un grand parti démocratique, qui a géré des grandes collectivités, l'État depuis un siècle, a perdu son socle idéologique. Ne sait plus s'il est du côté des policiers, comme Mme Hidalgo, ou contre les policiers, comme Mme Pulvar, dans la même région. Comment voulez-vous arriver aux Républicains, ça? Comment les électeurs de gauche? Je prends les Républicains. Très franchement, que M. Ciotti ne se dise pas qu'il puisse voter M. Muselier dans votre région, ça a marché sur la tête. Et en plus, ils osent dire que Jacques Chirac est leur modèle. Moi, quand j'ai été viré des Républicains, parce qu'ils m'ont viré, il y avait une rivière entre moi et M. Ciotti. Lui, il disait qu'il fallait s'abstenir pour M. Macron à la présidentielle. Moi, je disais qu'il fallait voter pour M. Macron contre Mme Le Pen. Aujourd'hui, c'est un canyon qui nous sépare. Bon, voilà. Mais il y a plein de gens de droite et du centre qui considèrent que M. Macron, il baisse ses impôts, il essaie de rétablir la sécurité, il essaie de lutter contre l'immigration illégale, il porte la voix de la France à l'étranger, il a fait la réforme du statut de la SNCF, il a fait la réforme de la fiscalité, il a fait baisser le chômage, il a géré une crise Covid, objectivement, qui lui est tombée dessus, et je pense que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait par rapport à tous les pays qui nous entourent. Il y a plein de gens de la droite et du centre qui disent « mais M. Macron, il fait un travail courageux, voilà, il fait de son mieux ». Moi, sur le marché, on me dit « on n'aimerait pas être à votre place hein ». Alors du coup, le pronostic vital est engagé pour les Républicains? Je pense que les Républicains sont désormais une portion congrue de la droite, qui est conservatrice, qui est réactionnaire. Une très grande partie encore des militants, des cadres des Républicains sont très gênés par la position de Mme Morano, de M. Ciotti. Et je pense qu'il ferait mieux de nous soutenir, comme le fait M. Falco, comme le fait M. Estrosi. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont tous les deux des gens de gauche très engagés. Hein. Ils font partie, je crois, de ce qu'on appelle la droite française. Ils soutiennent le président de la République. Je pense qu'il y a plein de gens de bon sens qui, sans être En Marche, par exemple, soutiennent le président de la République. Il sera candidat, le président? D'abord, il y a encore un an. Vous savez, on a encore beaucoup de problèmes à gérer. Ce serait assez indécent d'en parler. Quand on est dans l'opposition, on peut se permettre de faire des incartades politiciennes. Mais quand on est en responsabilité comme nous, on n'a pas le droit de le faire. On doit s'occuper des Français. Il viendra le temps de la campagne, je pense qu'il sera déjà assez long comme ça. Merci à tous, merci à nos lecteurs, merci Romain Capetour, merci infiniment Monsieur le Ministre d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'avoir répondu aux questions des lecteurs de la Provence. On vous souhaite une très bonne journée à Marseille. Merci à vous.